Bonjour les gens des Hauts. Aujourd'hui nous sommes sur les monts des Flandres, plus exactement à la frontière belge. Mais si je fais un pas, me voilà en France. La France, la Belgique. La France, la Belgique. C'est ici, du poste frontière, à côté de Bailleul, Immortalisé en 1969 par Henri Cartier-Bresson. et classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Pas Henri Cartier-Bresson, mais le poste frontière. C'est ici que je vais commencer ma visite. Chez les gens des monts des Flandres, nous allons sillonner des villages tels que Berten, Boskep ou encore le village marqué ici. Merci la technique. Nous allons découvrir les moulins, les estaminets, je vais transhumer sur le Mont des Cas. Bref, la vie des gens de chez nous. Allez, sommaire. Ludovic Châtelain, tenancier d'un estaminet typiquement flamand, va nous expliquer la magie des monts des Flandres. À Berten, Jacques Roussel va nous faire devenir de bons meneurs de labour équin. Je vais voltiger du côté de Boskep avec des brasseurs amateurs. Myriam nous ouvrira les portes du Calibou, un café, librairie, boulangerie à Godvarveld. Et pour terminer, je serai de retour à Berten pour transhumer avec Dominique jusqu'au sommet du Mont des Cas. Le moulin de Boskep a été créé en 1802 à Morbec, mais il a été transporté en 1884 dans la commune de Boskep. Pourtant, il apparaît sur la carte dès le XVIe siècle sous le nom de Moulin Rouge. Mais non, c'est pas Moulin Rouge, c'est le moulin de la gratitude. William Scott, passionné du moulin, va nous expliquer tout en musique ce différend qui a opposé le propriétaire et le charpentier, ce qui lui a valu ce nom de moulin de la gratitude. William Scott est un musicien de talent, guitariste de pop garage, contrebassiste, violoncelliste et pianiste. Il s'est produit avec de nombreux groupes de tout style. Il va me faire découvrir pourquoi on a besoin des moulins à vent. Salut William, vous allez bien? Ouais, très bien, quelle belle journée, hein. Bah ouais, vous me rejoignez? Eh ben j'arrive, ouais. Je fais attention de pas tomber quand même. William, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes le maître du donjon, le maître du Non, moulin? non, ça c'est un grand mot. Non, je suis maître de rien du tout. Je suis le président de l'association qui s'occupe de ce moulin, c'est l'association Londank. On est une dizaine à peu près à s'occuper, à faire les visites et tout. Ce moulin, c'est un peu le super-héros des moulins, parce qu'il a survécu à la guerre, non? D'abord, il y en avait 13 avant des moulins ici sur Boskep, et ils ont tous été détruits quasiment par les Anglais, par l'armée anglaise, parce qu'en fait, un monument comme ça, ça sert de cible, de point de repère pour l'artillerie ennemie. Bon, alors moi, j'aimerais bien faire un tour à l'intérieur pour voir Ah bah oui, il faut y aller. un peu la déco. En plus, il fait un peu meilleur que dehors. Allez, go. Eh bien, vas-y, entre. Wow. Tout est authentique, plus ou moins. Tout, c'est du bois d'époque quasiment, enfin, sauf le bardage qui a été un peu changé là quand on a restauré le moulin. Mais sinon, l'arbre central, là, par exemple, c'est un chêne qui date du Moyen-Âge. À quoi ça sert un moulin? Alors d'abord, ici, c'est un moulin à vent. Tout le haut du moulin, en fait, pivote et on le place en fonction d'être dans le vent. Alors après, il y a les ailes qui tournent, ça fait tourner des meules qui écrasent du blé. On fait de la farine. Avec la farine, on fait du pain. Pourquoi le moulin de la gratitude? Ah oui, ça c'est une histoire vraie? Est-ce que c'est une légende urbaine, enfin, légende rurale, on va dire? C'est une vieille légende comme quoi le charpentier n'aurait pas été bien payé ou bien à la hauteur de son travail par l'agriculteur. L'endroit sur lequel on se trouve ici, en fait, Berg, c'est une sorte de butte, c'est une petite montagne. Ça s'appelait Londank-Berg, donc ça veut dire qu'en fait, surtout, c'est que le terrain n'est pas très fertile, quoi. Donc c'est un terrain ingrat par rapport au terrain qui est en bas. Donc en fait, ça s'est appelé Londank-Melen, c'est parce qu'il était à l'endroit de Londank-Berg. Voilà. Ça n'a rien à voir avec... Bon, après, on peut toujours payé. un peu imaginer, il y a toujours des histoires d'argent, hein, de toute façon, à la campagne et ailleurs. Et alors, la musique, c'est arrivé quand et vers quel âge? C'est arrivé, je devais avoir 12 ans, je faisais mes devoirs en écoutant Salut les copains à l'époque, et j'ai entendu un truc, un moment dans... Je ne vous oublierai jamais. J'ai jamais compris cette danse. Ah bah ça s'appelait le twist. Ouais, le twist. Le twist. Et j'ai dansé le twist quand j'étais jeune. Alors, il y a le twist des garçons, évidemment, c'est sur place, comme ça. Alors que le twist des filles qui avaient des jupes plissées, à l'époque, c'était plus comme ça. Ah, il y avait déjà un peu le... C'était déjà plus comme ça, avec le mouvement dans la... On sent le début du booty shake. Ah oui, mais déjà, c'était terriblement osé à l'époque. À l'époque, ouais. Et donc, j'avais 12 ans, j'ai écouté le Salut les copains, et à un moment, j'ai entendu dans le petit poste de la cuisine un groupe qui chantait en anglais, qui poussait des hurlements. Je me suis dit, c'est quoi ce truc-là? Et puis, c'était les Beatles. C'est les Beatles qui vous ont... Ah oui, moi, j'étais un Beatles maniaque. Quand je suis parti de chez moi, je suis allé direct à Liverpool. Alors, il paraît qu'il y a une chanson sur le moulin à vent qui existe. Oui, c'est vrai. Vous avez composé? Oui, que j'ai composé, et puis on l'a enregistré, on a fait un petit CD avec ça, parce qu'à un moment, on cherchait de l'argent, justement, pour réparer le moulin, quoi. Je veux un extrait de la chanson. Hein. Comme on dit dans le jargon du rap, freestyle. Ah, freestyle. Freestyle. À la guitare, alors. Allez, Bon, à la gratte. alors, sol majeur, évidemment. Bien sûr. Bon,
Alors ça fait... Enfin, tu vois, c'est un peu country, quoi. Ah, Country à la cowboy, tu vois. I'm rolling, 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 sailing, rolling, again. On a tous les pieds sur terre et parfois la tête en l'air. Certains jours du baume au cœur. On pédale à bras ouverts pour enjamber les rivières qui nous séparent du bonheur. On a besoin des moulins à vent pour donner des ailes à nos enfants. On a besoin des moulins à vent pour brasser le temps. Bon, écoutez, moi, je vais faire un tour du côté de l'estaminet. Hein, je vous laisse en bonne compagnie avec William Scott. On a tous les pieds sur terre. Allez, au revoir le moulin. Moulin en flamand, Meulen. Oui, parce que je vais me déplacer juste à côté à la ferme du moulin, chez le voisin, Ludovic Châtelain. Ne vous méprenez pas sur son nom de famille. Ce n'est pas le propriétaire d'un château, mais le propriétaire de l'estaminet, le Vierpote. Ludovic va nous expliquer comment il est passé d'employé à la poste à patron d'estaminet. Ouvert, qui veut dire en flamand ouvert, en fait, c'est du français. Toi, t'es servi. Bonjour, messieurs, dames, bonjour. Mets ton tablier, là, on est à la bourre un peu. Là. Ok, Il y a d'accord. des gens là à servir là, de ce côté-là. Allez, dépêche-toi. Ok, d'accord. Pour attendu. À droite, à gauche, là, monsieur. Un ostocker pour moi. Un ostocker. C'est une bière. Je pensais que ça voulait dire au revoir, un ostocker. Ça veut dire à bientôt. Ah, ok, d'accord. Madame. Ouais. Hop, voilà. Baisse le casque. Ok, je vais faire au mieux. De l'eau. Rapide, un clapiche. Un clapiche. Camille, là, ça avance pas là. Alors qu'est-ce que tu fous? T'es fatigué déjà? Franchement, je te jure, je suis fatigué là. Moi, j'ai besoin d'une pause. J'ai besoin d'une pause, ou alors j'ai besoin des moulins à vent. On a besoin des moulins à vent pour donner des ailes à nos enfants. Allez, c'est parti, vas-y. Bon alors, déjà Ludovic, merci de nous recevoir dans l'estaminet Le Vierpote, c'est comme ça qu'on dit? Le Vierpote, exactement. J'ai bien prononcé Vierpote? Vierpote. Vierpote qui veut dire? Pot à feu, en flamand. Donc le pot à feu, ils mettaient ça dans les estaminets au milieu des tables. Ils mettaient des braises dans ces pots-là et les gens allumaient leurs cigarettes et leurs pipes. Juste avant, ça a disparu peu à peu avec l'arrivée des allumettes soufrées individuelles et puis les briquets à essence, etc. Donc voilà. Et donc vous avez plusieurs vies, parce qu'avant l'estaminet, vous faisiez autre chose. Alors, je vais être fermier, je suis un fils d'agriculteur. Et puis la vie en a décidé autrement, donc j'ai travaillé un peu dans les fermes. Et ensuite, ma mère m'a inscrit à un concours. C'était les postes. Pour lui faire plaisir, j'ai passé ce concours. Et manque de bol, je l'ai eu. Ça a duré combien de temps cette aventure à la poste? Ça a duré 24 ans quand même. Vous êtes comment? Vous êtes un tirachien? Vous êtes Un tirage, tiens. Vous vivez en tirage. Je suis un Avenois, je suis né au Nouvion en tirage. Voilà, comme moi. Voilà, et j'ai vécu à Cartigny, là où Pierre Moreau est né. Et alors, cette aventure de l'estaminet, ça fait 9 mois. J'ai signé un vendredi 13. Ça porte bonheur maintenant les vendredis 13. Bah, Voilà. je sais pas, mais enfin, en tout cas, bon, pour l'instant, je touche du beau. Alors, en tout cas, moi, je suis arrivé ici, on a l'impression que vous maîtrisez le job quand même. Bon, moi, je suis un estaminateur, hein. J'ai aucune prétention, je suis pas un restaurateur. Moi, ici, c'est un estaminet au sens original du terme. On y déguste 65 sortes de bières, de la bonne ambiance, de la convivialité. Quand on rentre dans l'estaminet, qu'est-ce que vous avez ressenti Vraiment, ce que je ressentais, c'est une vue imprenable par ici, Ouais, et par c'est chez vrai. nous, souvent c'est... Ouais, souvent c'est ça. Et tu sais, c'est la magie des Monts de Flandre. Et ça, tu te le prends en pleine tête. Et là, après, t'es scotché, tu restes ici, terminé, bonsoir. Maintenant, t'as plus qu'à bosser. Allez, vas-y, Pépère, en route. Un petit coup de boost, là, et puis on y va. Attends, je suis un peu fatigué, là. J'aurais besoin d'un petit remontant avant d'aller bosser, là. On a besoin des moulins à vent pour donner des ailes à nos enfants. Impeccable. Alors, une Braskramer et la Manner. Allez, je sers les bières, là. C'est parti. Jacques Roussel vit une histoire fusionnelle avec ses deux superbes traits du Nord. Mais que sont les traits du Nord? Ce sont des chevaux. Avec son ami Michel Moreau, il repart à la conquête de son titre de champion de France de labouréquin. Le labouréquin, c'est la régularité, l'homogénéité, le tracé, la précision, menée par un attelage de 2 tonnes. Nous allons découvrir le rapport entre Jacques, le meneur, et ses deux très délicats traits du Nord. Ça fait beaucoup de traits dans la phrase.
mais je m'en suis très bien sorti. À mi-chemin entre Lille et Dunkerque, la commune de Berthen est le centre des monts des Flandres. Située entre le mont Decca, le mont Noir et le mont Coquerel. Rencontre avec Jacques Roussel. Moi, c'est Jacques Roussel, champion de France de la Bourg-Équin 2017, 2011, 2017, toute catégorie. Alors moi, c'est Michel Moreau et je suis le groom du champion. On va accoupler les chevaux, c'est-à-dire les attacher l'un à l'autre. Donc il y a le cheval de main, en général c'est le plus ancien, on le met à gauche. Et c'est lui qui conduit le plus jeune. En 2011, c'était les championnats de France de la Bourg-Équin, la Bourg à plat. Donc j'ai été champion de France toute catégorie, c'était à Strasbourg. C'était l'aboutissement d'un travail avec des chevaux que j'ai débourrés moi-même, avec mes chevaux. Donc à gauche, c'est Dieu. Oui, on tire légèrement à gauche, vous voyez, il tourne à gauche. Oh. Et pour partir à droite, on dit Uto. U. On travaille dans un EPSM, dans un service d'équithérapie. On reçoit des gens qui ont des problèmes et on essaye de reprendre confiance en eux. On les fait monter à cheval, on fait des promenades en calèche. Après, j'ai réussi à allier mon travail et ma passion. Ça fait 18 ans que je fais ça maintenant. Quand j'ai commencé à travailler, j'étais tout fier, j'étais haut comme 3 pommes, j'avais 2 chevaux devant moi. Je conduisais les chevaux, je conduisais le monde. Puis je me suis aperçu que c'est les chevaux qui m'ont appris à travailler. Mais c'est beaucoup plus vivant que travailler avec un tracteur, on vit avec la nature. Je revis ma jeunesse là-dedans. On cause avec le cheval, on le fait aller à gauche, à droite, on le fait faire demi-tour. Un tracteur, c'est un presse-bouton, c'est totalement différent. Ouais, mon rôle, c'est quand Jacques est dans le labour, je ne peux pas intervenir. Voilà. Si j'interviens, pour un problème quel qu'il soit, on perd des points. Quand on démarre le champ, il y a un piquet, un jalon, qui nous dit de démarrer là, et on a un jalon à l'autre bout. On doit arriver, si on démarre à 5 cm ici, on doit arriver à 5 cm là-bas. Après, c'est à moi de mesurer, suivre la profondeur, voir s'il faut régler la charrue des fois un peu plus ou un peu moins large pour rectifier la ligne. Je suis concentré sur mon labour. Moi, je ne vois pas si, au niveau des harnais, quelque chose qui bouge. Et son regard est utile pour ça aussi, pour que tout se passe bien. On vit avec un cheval. On cause avec, il nous comprend. Et nous, on doit le comprendre aussi. C'est une passion, ça. C'est à nous de l'améliorer, d'essayer de le comprendre. Il y a toujours une raison. S'il fait quelque chose de pas bien, c'est parce qu'il y a une raison. Il faut les aimer, hein. Les chevaux, faut les aimer. Il ne faut pas trop le montrer, mais il faut les aimer. Les houblonnières refleurissent dans le Nord-Pas-de-Calais, du côté de Boskep, pour le plus grand plaisir des fabricants de bières artisanales. Vous allez découvrir les secrets de fabrication d'un breuvage que faisaient nos grands-mères. Les Voltigeurs du Malte est un regroupement d'une trentaine d'amateurs qui brassent. Mais ils brassent quoi? Pas du vent comme dans un moulin. On a besoin des moulins à vent. Merci William. Ils brassent un mélange fait d'eau, de malt d'orge et de houblon. Vous l'avez reconnu, cette bonne vieille bière que l'on brasse ici sans modération. Benoît Lemoine va nous expliquer comment, une fois brassée, on peut la déguster, mais avec modération. Benoît. Bonjour Camille. Bonjour. Bienvenue chez les Voltigeurs du Malte. Ah bah voilà, me voilà. Bonjour les Voltigeurs du Malte. Bah écoutez, merci de me recevoir chez vous. Hein. Je veux un La technique cours. pour brasser de la bière. Voilà, la technique. Oui, on va commencer ici. Ah, je suis dans le mauvais sens, moi déjà. Voilà. Donc, si tu veux démarrer pour brasser une bière, il faut essayer de faire une recette. Tu choisis tes maltes et donc tu vas brasser à partir de maltes. C'est de l'orge qui a été trempé, qui a été germé, qui a été séché, torréfié pour obtenir du malt blond jusqu'à du malt très très foncé qui va donner la couleur de la bière. Donc après, on a les houblons. Alors le houblon, il peut se présenter sous forme de cône. Ici, sur place, nous, on a 10 variétés de houblons différentes qui sont cultivées ici sur place. Mais c'est rare, non? Qui sont plus rare en récoltées, France, quand même. bien sûr. Et le malt provient également de la région. Vous êtes tous des brasseurs amateurs, vous faites quoi dans la vie? Ah, moi, je suis dans l'enseignement, dans le bâtiment. Et tous les autres voltigeurs, pareil, il n'y en a aucun qui est vraiment brasseur? Voilà, on est tous amateurs. On ne vend pas notre bière. Une fois qu'on a préparé la recette, on va concasser le malt. On obtient ce malt concassé.
On va passer à l'empâtage. On a pris de l'eau qu'on a montée à 50 degrés. Et c'est très précis, c'est 50 degrés, 52 degrés, ça marche pas, 53. Voilà, on essaye d'être précis. 50 degrés, et à ce moment-là, on vient mettre le grain avec l'eau. Et on va brasser. On va monter à 62 degrés. C'est un palier où il y a une transformation chimique qui a lieu. On transforme l'amidon en sucre. Deuxième étape, le filtrage. Une fois qu'on a filtré, on obtient un liquide que l'on va porter à ébullition. Au début de l'ébullition, on va mettre un houblon qui va nous apporter l'amertume. Et à la fin de l'ébullition, on va apporter le houblon qui va nous apporter l'arôme. Je vais assister à une séance de houblonnage. C'est ma première séance de Tu vas houblonnage. houblonner. Ah, c'est moi qui houblonne. Ah, ok, bah écoute, merci. C'est bon, hein. Impeccable. Léon est en phase ébullition, mais là, il a préparé ses levures pour la fermentation. Ah, c'est donc ça, les... Voilà. Alors, la dernière étape, c'est l'étape de filtrage. Après que l'on a houblonné, on doit filtrer à nouveau. Maintenant, dégustation. Voilà, pas encore dégustation. Il faut savoir qu'entre le filtrage et la phase mise en bouteille, il se passe 1 mois, 2 mois. Ah oui, Il y a la fermentation, il y a la mise en garde, mais là, tu vois la mise en bouteille. Cette passion pour le brassage de la bière, elle vous est venue comment? Mon grand-père était brasseur. Et j'ai vécu donc, dans cette atmosphère un peu d'odeur. Et j'avais envie de retrouver donc, un peu ce concept de remettre un peu la bière qu'on faisait avant, donc, notamment dans les fermes. Donc c'est ce qu'on appelait la batteuse bière, cette bière de moisson. En tout cas, messieurs, merci pour ce cours de brassage. J'ai appris beaucoup de choses, concassage, filtrage et mise en bouteille avec monsieur Gérard. Monsieur Gérard du Calibou. Du Calibou. Et bien justement, le Calibou, on va y venir, on va en parler du Calibou, on va y aller, on va y faire un tour même. Le Calibou, un café-librairie devenu un lieu de vie exceptionnel. Entre culture et tradition, un pari de vie collectif que va nous expliquer Myriam, l'une des créatrices de cette belle initiative. Au cœur des vallons verdoyants des Monts des Flandres, Godsvarsveld est une commune typiquement flamande qui se situe juste à côté de la frontière belge. Bonjour et bienvenue au Calibou. En fait, Gérard et moi, on avait découvert en Bretagne le concept de café-librairie. C'était quelque chose qui nous plaisait beaucoup. Un jour, on a décidé de changer de vie et de se lancer dans ce projet-là. Et on a fait ça en lien avec les boulangers. C'était un projet de reconversion. On avait envie d'être actifs dans le monde paysan, enfin à la fois le monde paysan et à la fois l'environnement. Et nous est venue l'idée d'être paysan boulanger, donc faire du pain bio au levain. Et puis par un peu le hasard de la vie, on a rencontré Xavier, donc le 3e boulanger, qui avait cette idée avec Myriam et Gérard de faire un café, librairie, boulangerie. Il y a une dimension collective au projet. On voulait que ce soit un lieu vivant, un lieu où des gens entrent alors qu'ils ne seraient pas forcément rentrés. Les gens du café rentrent dans une librairie, les gens de la librairie rentrent dans un café. Voilà. On s'adresse aux gens du village, en premier lieu, la vie locale avec le relais poste, l'épicerie dépannage, mais aussi aux gens de passage. Donc on est ouvert tous les week-ends, le samedi, le dimanche. On est café rando, donc les randonneurs peuvent s'arrêter, boire un café, manger leur pique-nique. Enfin voilà, c'est vraiment un mélange des publics, des gens qui découvrent la librairie, parce qu'une librairie en milieu rural, je ne suis pas sûre que ça existe dans la région pour l'instant, ou très peu. C'est un vrai pari, les gens y viennent, ils apprécient beaucoup. Ils racontent des petites histoires sur la Flandre et ses traditions. Je vous laisse regarder. C'est un auteur qu'on recevra en janvier qui viendra nous présenter son livre. La première ouverture, clairement, c'est un sacré souvenir. En fait, on a fait une ouverture exceptionnelle le jour de la fête du village, la fête à Raoul. Et ça a été une journée, je sais pas, on a dû voir 500 personnes. On a été submergés et c'était génial, quoi. Les gens, il faisait super beau, les gens ils étaient super contents de découvrir le lieu, tout ça. Et ça a été, ouais, vraiment un super souvenir. Alors, je vous avais du pain. Il me reste un seul blé ancien. Oui, non, mais c'est bon. Ça va aller ? Oui, on va prendre celui-là. Moi, ce qui m'émeut dedans, c'est que pour mener à bien ces projets, on a besoin d'être ensemble. En fait, tout seul, on n'y arrive pas. Et donc là, aujourd'hui, on est aussi dans cette idée de pouvoir échanger. D'ailleurs, ici, il y a une vitre, donc qui veut prendre un café ou une bière et nous regarder, voilà, il y a plein de secrets de fabrication. Me voilà chez Dominique Delabroix à Berthen pour assister à la plus petite transhumance de France, avec des tout petits moutons mignons, avec des tout petits arbres et des tout petites maisons. Nous sommes ici au pied du Mont des Cas,
mais avec des chiens. Et Dominique va nous faire découvrir toutes les surprises que réserve cette transhumance, pas comme les autres. Bonjour les amis. Bonjour Camini. Salut les chiens, enfin salut les quiens, c'est comme ça qu'on dit, non? C'est les quiens, Voilà. tout à fait. Voilà. Comment Alors- ça fonctionne la transhumance là? Alors tout d'abord, je vous présente ma bergère, hein, Madame la bergère. Yveline. Et voilà, bienvenue à Berthen. Merci. Donc c'est ici que nous organisons la plus petite transhumance de France. Moi je voulais mon foulard jaune aussi, hein. Habille-moi Evelyne, donne-moi le quin. C'est un mâle ou femelle? C'est une femelle. Femelle, bonjour madame. Elle s'appelle Dior. Bonjour Dior. Les moutons, ce sont des Hampshire Doyne. Ce sont des moutons Hampshire Doy. Ah, c'est pas des moutons, tu sais, comme ça, c'est Hampshire Doy, attention, hein, c'est... Donc il n'y a pas de bruit pour les appeler, on ne dit pas coucou. Non, non, on peut. Rien. Non, Rien non, comme ça, allez, tout on y va, allez. Et c'est parti. Allez. Allez les moutons. Oh là là, c'est incroyable. Il prend la tête de la course. Mais la petite ne se laisse pas faire. Oh là 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 là. C'est incroyable. Vous participez tous les ans à la transhumance? Tout à fait. Et, Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans? Non. Et comment vous avez entendu parler de cette C'est le berger transhumance? qui est venu me chercher. Ah, il est venu vous chercher carrément? Ouais. Ah, C'est le un berger, bon berger. il... C'est un bon berger. Il tchatche, hein, il est venu comme ça, Il rame. bonjour, il y a une transhumance Voilà. l'année prochaine, est-ce que tu veux participer? Et depuis 3 ans maintenant. Voilà. Voilà. Et vous êtes là, vous faites une manifestation pendant la transhumance. Oui, on a Non peur. au loup. Oui au mouton. Bah oui. Non au loup. On est où là? Ah bah écoute, ici on est chez Jean-Baptiste qui nous accueille dans sa ferme. Elle date d'avant la Révolution française. Chaque année on fait une étape ici de façon à reposer les bêtes. Là je vois des gens qui sont en train de tisser des... Oui, ils ont leur atelier, ils ont leur musée et donc on peut aller régulièrement filer la laine tous les mois. Ils font quoi donc? Des pulls, Après ils teintent, des écharpes? ils font de tout, ils préparent la laine et puis après bien sûr ça va au tricotage. Là je crois que Claire nous a fait la laine de nos moutons. Voilà, ça c'est Ça, c'est la laine Je vais toucher un peu. qui a été tondue au mois de juin D'accord. et qui a été filée. Et maintenant on va tricoter et ça deviendra un petit gilet. Un petit gilet. Voilà, pour passer l'hiver. On utilise toujours ce matériel ou c'est un matériel de l'époque ça? C'est une technique ancienne, donc qui date, je dirais, du XIVe siècle, qu'on a commencé donc, à faire des roues. Avant, donc, on filait au fuseau. Donc, si vous prenez de la laine, donc, simplement, c'est vous tirez dessus et il faut commencer à tourner. Plus qu'on tire, plus le fil devient fin. Et puis, quand on tourne, on fait un fil. Bah écoutez Antoine et Claire, merci beaucoup. Dominique, on repart vers la transhumance? Oui, c'est on est parti. reparti. Allez, on pour est la reparti. deuxième étape. Allez. Là, on va donc vers le mont des Cas, mais je sais qu'il y a d'autres monts. Il y a un mont de Bosquet qui est moins connu. Ici, le mont des Coqs qui est très connu parce qu'il y a une abbaye. Et derrière, on a encore un petit mont qui est le mont Cochrane. On n'entend pas souvent. Donc, on est au cœur de 3 monts ici à peu près. Et le mont des Cas, il est connu essentiellement pourquoi? Pour son abbaye? Oui, pour l'abbaye. Hein, c'est une abbaye cistercienne. Et pour la production du fromage, hein, qui est connue, je dirais, dans le monde entier. Ici, on arrive au col de Berthen, Camini. Oui. Et donc, je vous présente Christelle, hein, qui fait partie de la société colombophile de Berthen. C'est la plus petite société colombophile de France également. Depuis quand cette passion pour la colombophilie? Depuis 20 ans, depuis la mort de mon père, et j'ai continué, voilà. Après, lui, il pratiquait la colombophilie ou alors... Voilà, Ah, d'accord. on faisait des concours. Quand le pigeon part et tout après il revient, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Alors, on les entraîne quand ils sont jeunes, à 1 km, 5, 10, 15, voilà. Ah, c'est un entraînement. C'est pas que de l'instinct de partir et de revenir sur des longues distances comme ça. Non, il y a un entraînement. Voilà, qui est- un petit entraînement, les 30 km, et après ils peuvent faire 500 à 1000 km. Bah, on peut lâcher les pigeons alors. On peut lâcher les pigeons. Alors Camini, donc, tu as pu remarquer que tous les bergers et bergères ont d'abord comme instrument un bâton, parce que le bâton du berger est très important. Mon épouse a fait ce bâton spécialement pour vous, donc elle vous le remet. Donc c'est le bâton Camini du cool. col de Berthen, parce que nous venons de franchir 109 mètres. Bah, voilà, écoutez, merci l'altitude du col de Berthen. Ok. C'est le plus petit col de France. Et donc on Merci, voulait, je vous fais un bisou du coup. on voulait remettre... Merci, merci beaucoup. Voilà. Je fais un bisou aussi du coup. Merci. Voilà mon premier bâton de berger, et avec mes cheveux qui sont représentés bien sûr sur le bâton, comme vous pouvez le constater. On le descend alors? Tout à fait, ils vont rejoindre tout le troupeau. Alors là, c'est le plus jeune, bien sûr. C'est le plus faible, donc on l'a mis dans la moutonnière. Alors là, il va rejoindre le troupeau. Voilà, Camini. Il va rejoindre tout son petit troupeau, voilà. Il est parti. Je vous laisse ici, moi je retourne à l'estaminet Le Virepote, que vous connaissez certainement. Tout à fait. Et à très bientôt alors. Ça marche, merci beaucoup. Allez, merci. au revoir. Merci, au revoir.
voici de retour dans l'estaminet. Il y a nos amis, les brasseurs qui nous ont rejoints avec William. C'est un petit bœuf en musique pour se dire au revoir. Laura, on chante? No better gun. No better gun. No better gun. No better gun. Elvis. Wouh. Mes amis, merci d'avoir suivi l'émission. On a passé un super moment ici dans les Monts des Flandres. Pour revoir l'émission, c'est pas compliqué, sur le site france3.fr en replay. Continuez de nous suivre sur Twitter, Facebook et tous les réseaux sociaux. Les gens des hauts et d'ailleurs, au revoir et en musique. Not at all. That lost it on. That lost it on.